Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Édouard Philippe, aux Échos, au journal Les Échos, a parlé de la pression fiscale réduite de 11 milliards en 2018. Vous dites ouf ou c'est une prise de risque excessive pour les finances publiques pour vous ? Non, je ne pense pas que ce soit une prise de risque excessive. C'est conforme à ce qu'on avait dit, nous, aussi, pendant la campagne, qui était d'arrêter le matraquage fiscal, notamment sur les classes moyennes, raison pour laquelle on voulait notamment supprimer pour 80% des Français la taxe d'habitation, ce qui sera chose faite, qu'on voulait réformer l'ISF, et puis aussi la question de l'impôt sur les sociétés, puisqu'on est en moyenne à 33% versus une moyenne européenne à 25%. Donc il y a un enjeu de baisser la pression fiscale, à la fois pour rendre du pouvoir d'achat, et puis pour sur la taxe faire revenir d'habitation, je vais être un petit l'investissement. peu plus précise. En 2018, ça ne se fera pas d'un coup. Ça se fera apparemment, si on lit bien Édouard Philippe, par palier. Mais ça va être quoi les paliers pour 2018 ? Ce sera défini dans le projet de loi de finances. Donc je ne l'ai pas sous les yeux, évidemment, puisque ce sera discuté à l'automne. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce sera réalisé pendant le quinquennat, par palier, dès 2018, pour les populations les plus fragiles. Une première tranche dès 2018. Exactement. Gérald Darmanin dit que ça va coûter finalement 8 milliards et demi d'euros. On parlait de 11 milliards, maintenant on est à 8 milliards et demi d'euros. Où va-t-on trouver l'argent selon vous ? Mais on avait une trajectoire budgétaire qu'on avait précisée lors de la campagne, qui était justement des économies à réaliser sur le train de vie de l'État. C'est d'ailleurs ce que Gérald Darmanin a commencé à dessiner avec les 4,5 milliards d'euros d'économies dès cette année, ce qui est un effort sans précédent. En moyenne, on a réussi au mieux à faire 2,5 milliards d'économies par an sur le budget de l'État. Là, on sera à 4,5 milliards d'euros d'économies. Et donc ça va toucher tous les ministères. On voit quand même que ça va toucher la défense, l'intérieur, la justice, l'éducation. On avait cru comprendre... Sans toucher les personnels. On avait quand même cru comprendre que c'était des ministères un peu sacralisés. Par exemple, sur la défense, 850 millions d'euros, ça correspond, Florence Parly le dit, à les opérations extérieures, par exemple. Donc ça ne pose pas un problème ? Sur ce que vous dites sur les ministères sacralisés, ils sont déjà sacralisés en matière de personnel, ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des enseignants en moins ou il n'y a pas des forces de sécurité des personnels, en moins. Il y a l'équipement, par Après, exemple, quand on parle des forces armées. Il y a aussi des capacités de modernisation que vous avez dans un certain nombre de ministères. Quand Bercy fait un effort de près de 300 millions d'euros, c'est pas négligeable. Quand Matignon, juste l'antenne Matignon, fait 60 millions d'euros d'économies, c'est tout simplement parce qu'on réussit à faire de la modernisation aussi de nos services publics. Et ça, on peut très bien le faire sans toucher à leur qualité, bien au contraire. Aurore Bergé, on est encore en état d'urgence. Il y a quand même un contexte de lutte antiterroriste. Il y a la crise migratoire et les policiers s'interrogent, les syndicats de policiers. 526 millions d'euros d'économies prévues au ministère de l'Intérieur. Ils s'interrogent parce qu'ils disent là, on ne peut plus faire face. Ils sont déjà épuisés d'être sur le terrain et les 526 millions d'économies, ça veut dire pas d'effectifs en plus. On aura des effectifs en plus pendant le quinquennat. Ça a été annoncé, il y aura 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant le quinquennat. Ça, c'est un engagement, ils s'interrogent. c'est un engagement très clair qui a été pris pour plusieurs raisons. On a prorogé pour la dernière fois l'état d'urgence, puisqu'on a réaffirmé que voilà, l'état d'urgence n'avait pas vocation à être permanent. Donc c'est sur le matériel qu'ils vont trinquer, passez-moi l'expression. Non, mais je vous dis, il y a aussi de la modernisation, de la manière dont vous passez de la commande publique, tout simplement, dont vous modernisez vos services. Moi, j'ai visité dans ma circonscription un certain nombre de commissariats ou de gendarmeries. Je peux vous dire qu'eux-mêmes disent que la question, c'est pas tant les moyens qui sont déployés que leur bonne utilisation. Et parfois, ils ont des matériels qui sont obsolètes, mais qui coûtent plus cher, finalement, aussi au budget. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un effort de modernisation et c'est là qu'on a des sources d'économie qui sont essentielles. Et il faut faire cet audit, en fait, qui doit être fait ministère par ministère, d'autant plus qu'on a quand même en plus ce rapport de la Cour des comptes qui est tombé et qui est assez cinglant sur la manière dont l'argent public a pu être géré ces dernières années. Comment vous expliquez un petit peu cet aller-retour de la part de l'exécutif, quand même, ces derniers jours ? On avait entendu le discours du Premier ministre à l'Assemblée, puis, bon, sur une certaine ligne, très, très serrée, et ensuite, donc, l'arbitrage final dimanche dernier d'Emmanuel Macron, où finalement les réformes fiscales vont se faire dès 2018. Pourquoi ce va-et-vient ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu débat. Déjà, c'est légitime que l'arbitrage final revienne au président de la République, il me semble, parce que c'est lui qui est garant des engagements qu'il a portés pendant la campagne présidentielle. Mais est-ce que le couple et nous, en tant que parlementaires, c'est des engagements qu'on a pris aussi pendant nos campagnes. Est-ce que le couple exécutif ne commence pas à subir un peu la pression des sondages ? Non, ou la pression des milieux d'affaires ? Honnêtement, je ne pense pas. Vous savez, cette question des sondages, on l'a réglée, à mon avis, depuis très longtemps. Sinon, Emmanuel Macron n'aurait même pas osé présenter sa candidature si c'était fié au sondage initialement. Quant à la pression des milieux d'affaires, clairement, vous savez, c'est une espèce de rumeur, le serpent de mer qu'on est pendant toute la campagne. Je peux vous dire que ce n'est pas eux qui ont fait la décision et qui ont fait l'élection du président de la République. Je pense juste qu'il y a un dialogue qui a existé entre les deux sur les modalités d'application de promesses qui sont très fortes. Mais expliquez-nous, Nous, par on exemple. a, pendant toutes nos campagnes législatives, justement,
vraiment réaffirmer cet engagement sur la suppression de la taxe d'habitation. C'était essentiel pour nous qu'on y revienne. En matière de revirement, par exemple, un fait, sur le tiers payant, il y a une semaine, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit vouloir éviter l'obligation de généralisation. Et hier, elle dit finalement, généralisation du tiers payant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Tout simplement qu'on a un dialogue qui existe entre les ministères, le Premier ministre et le président. Il y a un dialogue, mais il n'y a pas vraiment de conviction. Si, il y a des convictions très fortes qui sont tout simples. C'est que tous les engagements qu'on a pris pendant l'élection présidentielle seront tenus. Donc le tiers payant généralisé, c'est bien ou pas à vos yeux ? Écoutez, moi j'attends de savoir ce qui sera décidé par la ministre. À titre personnel, moi j'étais pas forcément favorable. Aurore Berger, le bureau politique des Républicains. Les Républicains, vous y avez appartenu, vous étiez proche d'Alain Juppé, vous avez des amis chez les Constructifs. Est-ce que vous vous félicitez que les Constructifs n'aient pas été exclus ? Déjà, je me félicite d'être partie des Républicains quand je vois l'état du parti aujourd'hui et le fait qu'on en vient à se poser la question d'exclure ceux qui sont... beaucoup d'amis. Non, mais ceux qui sont Premier ministre, ministre de l'économie, ministre des comptes publics, c'est quand même assez grotesque. Et je me demande quand même comment ces instructions, puisqu'il va y avoir une espèce d'instructions d'enquête, vont se passer. Et je ne suis pas certaine que des ministres y aillent. Aux Républicains ? Moi, je mets en cause pas forcément des personnes, je mets en cause une absence totale de ligne. C'est-à-dire qu'on a eu un écran de fumée après 2012 qui était de dire si on avait eu 15 jours de plus pour faire campagne, on aurait gagné. Donc c'est une quasi-victoire idéologique, ce qui à mon avis n'était pas le cas. Et en 2017, le nouvel écran de fumée, c'est de dire on nous a confisqué la campagne, on nous a interdit de faire campagne. Sauf qu'ils se sont obstinés à avoir François Fillon en candidat alors qu'il y avait d'autres options qui existaient. Et du coup, ils s'interdisent de réfléchir à la ligne qui avait été portée par François Fillon. Or, François Fillon, pour moi, il décrochait avant la question des affaires. Le projet qu'il présentait aux Français, à mon avis, n'était pas un projet qui était souhaité par les Français, ni même souhaitable. Et là, il s'interroge toujours pas sur la ligne. Il a gagné la primaire, mais il n'a pas gagné la présidentielle. Et avec Sens commun, en effet, on gagne une primaire à droite, mais on ne gagne pas la présidentielle. Et on a un parti où il doit y avoir, je ne sais pas, moins de 100 000 adhérents aujourd'hui. Donc oui, je pense que Laurent Wauquiez gagnera. La ligne de Laurent Wauquiez, vous la définissez comment ? Il a beaucoup changé. Au départ, Laurent Wauquiez, c'est l'héritier de Jacques Barrot. Il fonde la droite sociale. Puis après, c'est le cancer de l'assistanat. Puis après, c'est une ligne extrêmement dure où même le Front National, qui siège avec lui au Conseil régional, lui a fait une carte de membre d'honneur du Front National pour dire la convergence de lignes qui pouvait exister. Je crois que Marion Maréchal Le Pen avait dit peu ou prou la même chose. Donc, à un moment, c'est à lui de savoir quelle est sa ligne très claire. Est-ce qu'il y a une ligne de démarcation de manière définitive avec l'extrême droite, avec le Front National, même modernisé avec un nouveau nom demain, ou est-ce qu'il y a un rapprochement sur la question européenne, notamment sur les questions migratoires ? En contact avec Alain Juppé ? Oui, bien sûr. Oui, vous l'appelez régulièrement, vous lui demandez des conseils ? On se parle, on doit se revoir en juillet. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aux constructifs ? Vous leur dites pas justement, fort de votre départ et de votre ravissement à avoir quitté les Républicains, quitter carrément ce parti ? Je leur dis qu'en tout cas, en tant que femme de droite, libérale, on se sent bien au sein de la République En Marche. On se sent bien au sein de la République En Marche. Ouais. Mais alors là, est-ce qu'il ne faut pas clairement qu'il y ait un parti constructif En Marche C'est à eux de se poser la question. Ils ont fait c'est une déjà façon de s'aborder la droite à laquelle vous avez appartenu quand même. Ils ont fait une première démarche qui était aussi très forte, qui était de créer un nouveau groupe parlementaire où ils ont dit justement ils ne voulaient pas être dans une opposition systématique. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir le vote de confiance qui s'est passé à l'Assemblée nationale, de voir qu'il y a eu un record d'abstention. Quand au sein du groupe parlementaire LR, après les propos portés par Christian Jacob à la tribune de l'Assemblée nationale, extrêmement véhément à l'encontre d'Édouard Philippe, finalement, on a une écrasante majorité d'abstention et seulement un quart des parlementaires, les Républicains, qui votent contre la confiance au gouvernement. C'est aussi les Républicains qui doivent s'interroger sur la ligne qu'ils sont en train de porter. Moi, j'ai hâte de voir aussi le vote qui sera le leur sur les lois d'habilitation pour la réforme du travail. Est-ce qu'en gros, ils vont juste contester la méthode, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le seul argument qu'ils aient à donner, ou est-ce qu'ils vont voter les lois d'habilitation ? Sur la méthode même, c'est-à-dire de suspendre 6 ministres LR et de ne pas les exclure pour l'instant, mais de monter une commission pour les juger plus tard. Comment vous jugez cette méthode ? Je pense juste qu'ils avaient peur de l'effet d'image que ça pouvait générer, que d'exclure des personnalités de premier plan d'un parti, qui plus est, qui sont devenus ministres de la République. Et donc je pense qu'ils ont essayé de temporiser et de trouver un compromis entre ceux qui voulaient une exclusion, ceux qui ne voulaient surtout que rien ne se passe. Et donc du coup, on a cette solution qui est un petit peu bâtarde, où ils perdent des fonctions qu'ils avaient au sein du parti, mais ils sont suspendus mais pas exclus. C'est un entre-deux qui est un peu particulier. Gilles Leclerc. Une question sur le
Sénat qui vient de rétablir, dans la loi dite de moralisation, il vient de rétablir les emplois familiaux possibles dans ce projet de loi, à condition évidemment qu'il soit bien encadré. Ça vous inspire quoi ? Moi, je pense que c'est important qu'on interdise les emplois familiaux. Ça pourrit une partie de la vie politique et de la campagne sur la présidentielle. position des sénateurs qui disent on ne veut pas payer le Penelope Gate, admettons qu'il s'agissait d'emplois fictifs, donc on ne veut pas trinquer pour les emplois familiaux. Emploi fictif, c'est pas emploi familial, si. Ben, je crois que c'est les deux aujourd'hui. Les deux. C'est-à-dire, évidemment, quand dans le cadre d'emplois fictifs, la question ne se pose même pas. Mais je pense que c'est plus acceptable aujourd'hui qu'on emploie de manière préférentielle les gens de sa famille. Voilà, c'est quelque chose qui est plus accepté, c'est une pratique qui ne doit plus avoir lieu. D'ailleurs, il faut éviter qu'il y ait des croisements qui puissent être faits entre parlementaires. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'emplois familiaux au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je pense que ce sera réintroduit de toute façon par le gouvernement. Ou sinon, nous, les députés, on le réintroduira lors de l'examen qui arrivera dès la semaine prochaine en commission des lois. Aurore Berger, votre parcours personnel, est-ce que vous êtes bien accueilli par vos amis d'En Marche à l'Assemblée nationale, compte tenu de votre parcours politique ? Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Comment ça s'est passé ? Vous savez, pour soutenir Emmanuel Macron, il faut bien venir de quelque part. Donc on a tous forcément soutenu d'autres personnalités avant pour ceux qui se sont engagés en Emmanuel politique. Macron depuis leur adhésion à En Marche depuis le début. Non, mais je veux dire, pour ceux qui ont fait de la politique précédemment, ils viennent bien de quelque part. Donc soit ils viennent de la gauche, soit ils viennent de la droite, soit ils viennent du centre, et donc ils ont forcément dans leur parcours soutenu d'autres personnes. Mais on s'est tous rejoints sur un diagnostic qui était à la fois, je pense, l'obsolescence des partis auxquels on appartenait et le fait aussi que le projet qui était présenté par Emmanuel Macron, à la fois moi qui m'a séduit sur la question de la liberté notamment, que je ne trouvais plus au sein des Républicains, et puis aussi la capacité qu'on avait en y participant à recomposer la vie politique française, ça a fait que voilà, on s'est retrouvés nombreux et je vous assure, je me sens très bien. Votre jugement sur la cote d'Édouard Philippe à l'intérieur de la République En Marche, du groupe parlementaire ? Il est le chef de la majorité, chef du gouvernement, et très honnêtement, ça se passe bien. Il est très à l'écoute des parlementaires. Il est venu la semaine dernière en réunion de notre groupe à l'Assemblée nationale, et je pense qu'on va travailler très efficacement avec lui. Enfin, moi, je le connais bien. On vient de la même famille politique, on a soutenu et fait la campagne tous les deux d'Alain Juppé. Quand on voit quand même les derniers arbitrages sur le budget, est-ce que Emmanuel Macron ne donne pas raison à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin contre Édouard Philippe ? C'est un petit peu ce qu'on ressent. Non, moi, c'est pas ce que je ressens. Je ressens juste le président de la République qui rend les arbitrages finaux par rapport à des promesses de campagne qui étaient extrêmement fortes et dont il a rappelé lui-même en Congrès et dont le Premier ministre a rappelé pendant sa déclaration de politique générale que l'ensemble de ces engagements seraient tenus. Donc voilà, on a juste un calendrier qui a été précisé et je trouve que la précision qui a été apportée est heureuse par rapport notamment à la question des économies réalisées en matière budgétaire et de la baisse de la pression fiscale.